On se retrouve tout à l'heure, ma chère Raphaël. Notre émission est totalement dédiée au quartier et on continue avec notre invité coup de cœur. Bien sûr que c'est vous, Nathalie Morgan. C'est moi l'invité coup de cœur, mais oui, c'est vous l'invité coup de cœur de cette émission. Nathalie Brichler, merci d'être avec nous. Vous êtes un des membres actifs de l'association Éco-Habitons 34 et vous venez pour représenter donc un des projets, Casalaise en l'occurrence. On parle donc de quartier, de gestion de quartier par rapport à ce que vous avez entendu avec Thomas à l'instant, avec Raphaël, avec Henri là aujourd'hui. Que propose l'association et que se cache derrière l'appellation? Qu'est-ce qui se cache derrière l'appellation habitat partagé? Alors, habitat participatif. Ou participatif. On est vraiment dans une continuité avec ce que vient de dire Henri et Thomas sur Toulouse, où là, la question se pense plutôt à l'échelle de l'habité, du logement. L'association donc Éco-Habitons que je représente est née d'un groupe de familles qui souhaitaient créer un habitat participatif il y a dans les années 2005, l'association est née en 2008, donc pour mettre à profit leur expérience de création d'un vivre ensemble, alors où chacun est chez soi, chacun a son logement, mais on décide pour rompre la solitude, pour développer des solidarités, avoir un peu moins d'impact sur l'environnement. Enfin, après, les moteurs peuvent être très très variés, de réfléchir à une façon de vivre voisins, en partageant une salle de réunion, un bout de jardin, un atelier, de l'outillage, des savoir-faire, enfin tout ce qui constitue les richesses de chacun, qui sont mises en commun. Et alors, à quel point est-on indépendant dans la gestion de cet habitat participatif ? Indépendant, c'est-à-dire qu'on a entendu avec vos propos qu'en fait, donc, les voisins se choisissent, forment un projet et décident de tout ce qui va se passer au sein de cet habitat, de la construction, de la forme du logement, des espaces communs. Ils peuvent avoir prise sur énormément de choses, effectivement. Voilà. Mais à quel point sont-ils indépendants? Je ne sais pas, moi, par rapport au schéma dit peut-être plus classique, plus traditionnel, où on loue un appart, où on achète un appart dans une résidence qui est déjà construite. Quelle est la forme d'indépendance? Comment transforme-t-on cet habitat participatif en un petit village entre nous? Alors, l'appellation petit village entre nous a un côté fermé sur lui-même, qui n'est pas du tout dans l'esprit de ces lieux. Au contraire, c'est plutôt l'ancrage pour s'ouvrir vers l'extérieur. L'indépendance, en fait, c'est on choisit le degré d'implication qu'on veut avoir dans le projet. Donc, on peut être locataire d'un bien qui appartient à un bailleur social, par exemple. Mais généralement, la forme la plus classique, c'est vers laquelle vont les groupes, c'est un habitat coopératif, c'est-à-dire on est propriétaire ensemble de l'ensemble de logements, comme celui qu'on voit là, qui est une illustration du projet Casalaise, et individuellement locataire de son logement. Après, on va gérer, comme dans une copropriété, les biens, donc le bien global, l'accès aux salles, à la chambre d'amis partagée, par exemple. Comment va-t-on gérer la disponibilité de cette salle? On peut décider de partager un véhicule, gérer le planning de l'utilisation du véhicule, ses disponibilités, son entretien, etc. Donc on va décider ensemble de ce qu'on va gérer et des outils qu'on va mettre en place pour gérer ces biens. Et ça va même jusqu'à la construction, parce que là, on est en train de voir des images dans la construction de votre projet, Casalaise. C'est pas le vôtre précisément, mais vous y participez. Projet du groupe, ça veut dire qu'on peut aussi choisir les matériaux écologiques. Ça va jusque-là? Voilà, donc le point de départ, c'est un groupe de gens qui ont envie de partager des choses. On les appelle voisins, on peut les appeler coopérateurs, une fois, enfin peu importe le sujet. Et donc si l'idée c'est effectivement de construire quelque chose, parce qu'on peut très bien réhabiliter un bien. On trouve un site en ville ou plutôt en périurbain ou dans le milieu rural, enfin peu importe. Soit on réhabilite, soit on construit et on élabore déjà son
programme. On couche sur le papier ce qu'on a envie de voir. Moi, j'aimerais un logement plutôt baigné de lumière, plutôt ouvert sur l'extérieur, comme on disait, avec des espaces partagés, avec comme là on voit un bassin, parce que c'est une maison qui a été démolie et sur laquelle on reconstruit. Donc on transforme un bassin. Enfin une piscine en bassin naturel. Donc on décide, on monte un programme, ce qu'on appelle un programme, qui après peut être retravaillé par un architecte, un maître d'œuvre, pour lui donner une forme d'habitat, quoi, un ensemble. Très bien. Donc après, on peut très bien se lancer soi-même là-dedans, en portant nous-mêmes le projet, si on s'en sent la capacité. Bien sûr. Mais on peut aussi déléguer tout ou partie de cette réalisation. Et donc, quels sont les profils types des familles ? C'est ça qui peut être intéressant, c'est parce qu'avec tout ce que vous nous dites, ça veut dire que les projets sont variés, les envies sont variées, et donc le profil type de famille est lui aussi varié. On se rend compte effectivement en tout cas dans les projets accompagnés par l'association Ecohabitons, qu'on est sur des profils très très larges, qui vont en âge de 0 à 90, 91 ans, je crois, pour un des projets qui est illustré. Après, en termes de famille, on a effectivement famille avec enfants. On peut avoir des familles monoparentales, parce que la question de l'habitat participatif, justement, permet de trouver des solutions de solidarité entre voisins pour la garde des enfants, d'offrir un cadre de vie à ces enfants plus ouvert sur les autres, plus riche que ce que ne pourrait peut-être pas proposer la famille. On peut aussi avoir des personnes seules qui ont des savoir-faire à faire partager, ou des personnes âgées qui trouvent là une manière de se recomposer une famille qui est peut-être éloignée géographiquement, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui. Donc, en fait, c'est très, très varié. Ce qui est aussi important pour nous, et ça, c'est le cas, le travail que mène notre association, mais aussi des tas d'autres réseaux qui existent localement, nationalement, c'est d'œuvrer auprès des collectivités, auprès des bailleurs, des promoteurs, des architectes, pour leur faire connaître ces formes de vivre ensemble, donc et les traductions urbanistiques, de logements, etc., pour accompagner au mieux les habitants. Parce qu'on peut, effectivement, comme je disais, se sentir en capacité de porter le projet, donc d'être en autopromotion, comme on dit, mais on peut aussi ne pas vouloir du tout s'occuper de la construction. On a décidé son logement et les espaces qu'on veut partager et la manière dont on va s'impliquer dans tout ça, mais pas du tout gérer le reste. Donc il faut qu'il y ait des relais. Et ces relais, c'est les professionnels de la construction, les collectivités qui ont un rôle énorme à jouer dans l'accueil de ces... Et si on est intéressé, est-ce qu'on peut se greffer à un projet ou pas ? Tout à fait. Bon, tout à fait. À l'heure actuelle, il y a des projets en cours qui n'ont pas encore fait leur tour de table, où il y a encore des places à prendre sur certains sites. Et aussi, on accueille des individus qui veulent monter des projets, qui n'ont pas de groupe, pour faire des rencontres, leur faire rencontrer d'autres groupes existants, les mettre en relation entre eux. Enfin voilà, toutes les formes sont possibles et envisageables. Eh bien, vous allez sur le site ecohabitons.org pour avoir toutes les informations, bien sûr. Vous avez représenté Montpellier aujourd'hui, mais il existe d'autres associations consoeurs et qui sont présentes un peu partout en Occitanie. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner donc, sur cette histoire d'habitat participatif. Merci beaucoup Nathalie d'être venue nous parler de votre association et de votre projet. Alors on vient de voir avec nos invités